laissez-moi vous introduire mon équipe, Marie-Michel Rioux, Steven Brisson et moi-même, William Arsenault. Malheureusement, encore aujourd'hui, on peut constater facilement qu'il y a beaucoup de personnes justement avec des problèmes d'addiction au jeu, que ce soit ici au Nouveau-Brunswick ou partout dans le monde, malgré justement les mesures et les outils qui ont été mis en place par les organismes gouvernementaux pour encadrer le jeu responsable. Sans surprise, cette source de revenus-là, qui est les jeux de casino, que ce soit les machines à sous ou bien directement les sites en ligne, ça se trouve vraiment être une source de revenus intéressante pour les gouvernements, étant donné que ça peut être considéré comme une vache à lait, très peu de dépenses engendrées et puis beaucoup de revenus justement qui vont être générés. Ce qu'on a pu constater sur l'analyse de données de la SLA, c'est que justement votre entreprise avait une vision qui se veut avoir un Canada atlantique beaucoup plus fort. Il y avait des valeurs que vous mettiez de l'avant, qui étaient l'intégrité, l'honnêteté, la confiance, qu'on trouve très, très honorable. Aussi la mission de l'entreprise, qui était vraiment justement d'offrir aux utilisateurs une expérience de jeu amusante, tout en étant responsable et conscientisé. Sans plus tarder, laissez-moi maintenant vous présenter le mandat en question. C'était vraiment de développer un système de fidélisation des utilisateurs sur les machines à sous. Les objectifs qui étaient visés. Dans un premier temps, c'était d'apporter beaucoup plus d'informations pour les clients. On sait que présentement, il y avait très peu d'informations disponibles sur les habitudes de consommation des clients. Et c'est ce qu'on cherchait justement à augmenter. Dans un deuxième temps, on voulait aussi ajouter la valeur et puis augmenter l'engagement. La valeur ajoutée vraiment par rapport aux produits et puis aussi l'engagement pour rapporter justement les trois types de clients que vous aviez pu segmenter selon la SLA. Dans un premier temps, il y avait le client qui jouait au moins une fois par année, qui était le client occasionnel. Il y avait le client aussi régulier qui jouait au moins une fois par mois. Et puis, il y avait le client qui était le client principal qui jouait au moins une fois par semaine. Et puis, le but, c'est un peu, dans un premier temps, de personnaliser l'offre, mais aussi d'amener les clients qui étaient les joueurs occasionnels et les joueurs réguliers à passer justement un joueur régulier, un joueur principal et le joueur occasionnel vers un joueur régulier. Et puis aussi de faire la promotion du jeu de façon responsable, ce que vous faites justement de manière très intéressante. Je vais commencer un petit peu avec un petit topo de la présentation de qu'est-ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui et qu'est-ce qu'on vous propose comme plan en fait pour mettre le système de fidélisation. Donc tout d'abord, on va parler vraiment de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle est dans le fond votre situation. Ensuite, ça va être vraiment la compréhension qu'on a eue du mandat, qu'est-ce qu'on est arrivé comme conclusion. Ensuite, ça va être la mise en place du projet, vers quelles étapes on va pouvoir passer pour mettre en place le projet en fait. Puis on va faire un suivi du projet pour voir comment se passe son acclimatation. Donc tout d'abord, la situation actuelle de l'entreprise. C'est une société d'État, en fait, qui appartient à 4 gouvernements de 4 provinces du Canada, en fait, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-Labrador. C'est une exploitation sécuritaire réglementée des jeux de loterie. En fait, les profits sont réinvestis dans la collectivité de ces 4 gouvernements-là que je viens de te dire. Le produit, en fait, c'est plusieurs types de jeux. Il y en a 4, il y en a 5 en fait. Il y a la loterie, il y a les jeux plus instantanés, il y a les jeux en ligne, le pro ligne et ensuite la loterie vidéo qui, elle, fait 65% des revenus, des profits en fait de votre entreprise. Il y a 1000 magasins en détail qui ont les terminaux. Il y en a 7000 en tout qui sont distribués. Ça passe de 5 à 10 normalement dans les magasins en détail, mais il y en a qui peuvent en avoir jusqu'à 25. Il y a une responsabilité sociale qui est très importante au niveau de votre entreprise. En fait, on veut garder vraiment en tête que le jeu, ça peut être dangereux. Il faut faire attention aux addictions. C'est ce que vous décidez de prôner plus aussi. Il y a 3 types de terminaux, en fait, aussi de loterie. Les problèmes rencontrés, en fait, l'information autodéclarée sur les utilisateurs, vous n'avez pas d'information autre que celle que les utilisateurs décident de vous donner via sondage. Il n'y a rien d'autre qui est donné nécessairement quant aux joueurs qui utilisent vos machines. Ensuite, la valeur ajoutée n'est pas suffisante à leurs yeux non plus. Donc, évidemment, au niveau de la compréhension du mandat, on parle principalement du sens et des enjeux. En fait, comme Marie-Michel l'a mentionné, 65% du profit de la SLA provient des machines de loterie vidéo.
Donc, évidemment, à ce niveau-là, si on a une perte d'engouement de la part des utilisateurs de la loterie vidéo, bien évidemment, c'est un profit qui est moindre pour le gouvernement, puis c'est un profit qui ne sera pas redistribué dans la collectivité. Au niveau des attentes et des objectifs, évidemment, on parle principalement de retrouver l'engouement justement des gens, tout en pouvant accroître l'information qu'on a également sur les utilisateurs de machinerie de loterie vidéo, en fait. Pour ce qui est des personnes concernées, évidemment, il y a la SLA, il y a vous, les juges, il y a également l'équipe de projet, en fait. Donc, on parle principalement du chef de projet. On va parler également de l'expert, des 2 experts, en fait, en opération. Et on va également parler de l'analyse d'affaires et d'une équipe de vente ou de promotion, en fait, en tant que telle. Sinon, au niveau des ressources disponibles, on a les ressources humaines que je viens de vous mentionner, mais on a également les ressources matérielles et les ressources financières. Donc, au niveau budget, on va en revenir tout à l'heure aussi, mais on sait qu'on a un budget de 1 750 000 $, en fait, qui va être réparti tout en fonction du cycle de vie du projet. Pour ce qui est des ressources également matérielles, évidemment, on va parler principalement des banques de données qui sont déjà présentes au niveau de la SLA, mais également au niveau des machines de loterie vidéo, puisque c'est vraiment le cœur de notre sujet, en fait. C'est ce qui nous concerne. Donc, pour commencer l'initiation, en fait, il est important de bien définir le projet en tant que tel qu'on va mettre sur pied. Donc, d'abord, c'est une implantation d'un programme de fidélité pour les usagers des TLV. Les exigences du projet, ça va être, entre autres, de respecter le budget et l'échéance. Ensuite, ça va être encourager le jeu responsable, comme je l'avais dit, pour votre responsabilité sociale. Ensuite, ça requiert une mise à jour du système central et des plateformes. Dans le fond, c'est sûr que les machines de jeu, quand on va mettre ça sur pied, ils vont être arrêtés pendant un certain temps qu'on va pouvoir déterminer avec les spécialistes tout à l'heure. Merci Marie-Michel. Maintenant, à mon tour de vous parler de la planification du projet. On dénombre maintenant 5 étapes, justement, lors de la mise sur pied d'un projet. La deuxième étape, qui est la planification. Dans un premier temps, nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de mettre sur pied une charte de projet. Cette charte de projet-là va être signée par tous les acteurs concernés dans le projet, que ce soit justement les acteurs externes ou les acteurs internes, tels justement que notre équipe de gestion de projet avec l'analyste d'affaires et puis les 2 experts en matière d'opération, l'équipe justement de marketing et nous-mêmes. Dans un second temps, l'équipe de gestion du risque. Ce qu'on trouvait intéressant, c'est vraiment d'apporter une équipe de gestion du risque externe tout au long du développement du projet et puis de l'exécution du projet. L'équipe de gestion du risque va être en mesure justement, dans un premier temps, d'identifier les risques, dans un deuxième temps, d'évaluer ces risques-là, et puis dans un troisième temps, d'apporter des solutions à ces risques-là pour finalement exercer un suivi. Ce qui peut être intéressant justement par rapport à cette équipe de gestion du risque-là, c'est qu'eux vont s'assurer que le temps et justement les coûts ne seront pas justement dépassés, étant donné que c'est vraiment à part justement dans la structure organisationnelle que nous allons voir par après. Dans un troisième temps, la planification, on avait passé à l'élaboration d'une structure organisationnelle efficace qui était vraiment orientée projet. On va le voir dans la diapositive suivante. Dans un second temps, la rencontre avec des spécialistes par rapport à l'intégration du programme d'application. On sait que les spécialistes vont prendre un certain temps à construire et à nous fournir ces programmes-là. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est justement d'aller les rencontrer pour évaluer justement combien de temps que ça pourrait prendre, étant donné que cette intégration-là, des programmes d'application-là, est nécessaire à l'intégration de la gestion du service des joueurs sur le portail. Le portail va être en réalité, justement, va donner accès aux utilisateurs de la carte fidélité à leur compte. Ce compte-là va leur permettre justement de voir justement les dépôts qu'ils ont fait, les retraits qu'ils ont fait et puis tous les gains qu'ils ont pu accumuler lors de la période de jeu. Et pour terminer, on va aussi planifier la durée de la mise à jour des TLV directement reliés à la centrale, mais aussi les TLV en question lors de la période d'essai. La structure organisationnelle orientée projet en question, la voici. Ce qui pourrait être important de mentionner, c'est que une société comme la SLA ne fait pas essentiellement, ne mène pas essentiellement des projets à terme. Donc, nous, ce qu'on a pensé, c'est vraiment d'aller vers une structure organisationnelle orientée projet. Ce qui peut être important de mentionner, c'est que le gestionnaire de projet doit véritablement être à la hauteur pour surmonter les embûches tout au long de la durée de ce projet-là, mais aussi faire preuve de proactivité. Voici la structure organisationnelle. On va directement être en communication
avec la SLA. C'est-à-dire le chef de projet va directement en communication avec la SLA. Et puis, sous justement le chef de projet, il va y avoir l'analyse d'affaires, les experts en matière d'opération, comme mon collègue le mentionnait tantôt, l'équipe de marque qui, eux, vont venir faire la promotion justement de la carte fidélité. Et puis aussi, comme je parlais, l'équipe de gestion du risque qui va nous aider à mener à terme du projet sans contrainte. Donc, au niveau de l'exécution, évidemment, qui est une démarche qui est fondamentale au niveau de la gestion de projet, on a pensé à faire une mise à jour sur 2% des TLV pour commencer. En fait, ça consiste en quelque sorte en une sorte d'échantillonnage. Cet échantillonnage-là, d'après les données que vous nous avez transmises, évidemment, on voyait qu'il fallait faire en sorte que ce soit bien adapté, tout ça. Donc, évidemment, en mettant 2% seulement des TLV, on va pouvoir justement procéder à comme une analyse de la réaction des utilisateurs, justement, des machines, mais aussi des cartes, en fait, de fidélité. Évidemment, lorsqu'on va procéder à la mise à jour sur les 2%, il va falloir promouvoir un petit peu ça, évidemment. Donc, ça va être l'équipe de marque qui va s'occuper de faire la promotion, que ce soit, par exemple, réseaux sociaux, par exemple, télévision. Évidemment, avec la carte de fidélité, on va recueillir des données concernant, justement, les utilisateurs. Donc, évidemment, on va pouvoir adapter la stratégie marketing, la stratégie de communication en fonction de l'âge aussi, ou ben non, par exemple, du temps passé, ou ben non, également des montants qui sont effectués. Donc, toutes les publicités vont pouvoir être adaptées en fonction justement des utilisateurs des machines qui seront utilisées là-dedans. Donc, au niveau de l'évaluation et du contrôle, on a le taux d'utilisation de la carte. En fait, c'est principalement au niveau des indicateurs de performance. Au niveau des indicateurs de performance, c'est pour vérifier justement est-ce que le projet qui est réalisé va en bon chemin et également est-ce qu'on répond aux exigences en fait de l'entreprise. Donc, en se servant par exemple du taux d'utilisation de la carte, lorsqu'il sera enclenché en fait, on va pouvoir voir qui utilise la carte, qui ne l'utilise pas. Donc, avec les banques de données qui étaient anciennes également, antérieures plutôt, devrais-je dire, on va pouvoir voir qui est-ce qui adapte bien, qui est-ce qui s'adapte bien aux nouvelles plateformes également, des nouvelles machines, mais aussi qui est-ce qui possède la carte de fidélité. On va parler également du temps de jeu, du montant dépensé. En fait, ça peut être intéressant justement de s'intéresser au temps de jeu que passent comme on parlait tout à l'heure, en fait, du jeu qui est donc du jeu responsable. Donc ici, on passe beaucoup de temps de jeu. On peut regarder ça un petit peu. On peut voir également, encore une fois, avec les données sociodémographiques des gens là-dessus. Par la suite, on peut également voir la satisfaction du client. Encore une fois, vous pouvez procéder au niveau de sondage, comme vous le faisiez déjà en fait. Là. Donc, avec les sondages, on peut poser quelques questions à savoir est-ce que justement il y a une adaptation qui est correcte. Et autre chose, par contre, en fait, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est au niveau du développement durable. On sait qu'en 2017, c'est une réalité qui est quotidienne. Donc, évidemment, on s'est dit qu'avec un tel système de fidélisation, au niveau de la carte de plastique. Ça serait intéressant peut-être de le faire en plastique qui serait recyclé, par exemple refondu ou remoulé justement en plastique recyclé. Donc, de ce fait, on réduirait probablement les gaz à effet de serre au niveau de la fabrication du plastique. Mais aussi, on avait pensé peut-être introduire une puce dans cette carte-là. Lorsqu'on l'insérait, par exemple, si on utilise la puce pour retirer les montants qu'on remporte sur les machines, on croit que c'est intéressant justement de pouvoir utiliser cette puce-là pour économiser du papier. Par exemple, plutôt que d'utiliser un papier avec un code à bord, on croit que justement la puce pourrait remplacer tout ça. Tout ce qu'il faudrait, c'est un terminal justement pour les détaillants qui permettrait justement d'échanger les points contre autant les points ou ben non l'argent qui est remporté sur les machines de loterie vidéo en fait. Là. Donc, pour ce qui est de l'échéancier, après avoir vraiment dénoté le projet de fond en comble, on a pu voir qu'on va réussir à avoir l'échéancier comme vous nous l'aviez fait parvenir. Pardon. Dans le fond, c'est ça, le développement et la création vont être complétés en septembre 2017. Ensuite, les tests mis en œuvre et introduction graduelle en avril 2018, comme était convenu. Et puis, le lancement officiel il va être fait avant septembre 2018 également. Au niveau du budget, évidemment, comme je vous avais dit tout à l'heure, en fait, c'est réparti selon le cycle de vie du projet. Donc, évidemment, au niveau du développement, c'est la partie la plus cruciale. En fait, c'est avec justement l'équipe de gestion de risque. On s'est dit, le 1 million, c'est justement pour faire appel à l'équipe de gestion de risque pour rentrer dans les coûts. On va avoir également les tests qui vont être effectués pour un total de 500 000 $.
On a l'intégration au site web, donc pour justement le portail qui va être relié à cette carte de fidélisation-là pour 150 000 $. Puis on a également mis le lancement officiel qui est de 100 000 $. Bon, merveilleux. Pour conclure, nous pensons justement qu'avec les solutions qu'on vous propose, si on suit justement toutes les étapes là, du cycle de vie du projet, soit dans un premier temps par rapport à l'échéancier ou au budget, ça va vraiment être quelque chose qui va être mis en œuvre, qui va être mené en bonne et due forme, en bout de ligne. L'équipe de gestion du risque est un véritable plus. Cette équipe-là va nous accompagner tout au long du projet, mais va aussi rester dans l'entreprise pendant un certain temps, justement pour pouvoir effectuer un certain suivi et un contrôle sur ce programme de fidélisation-là. On sait que le programme de fidélisation est utilisé beaucoup dans les casinos. C'est quelque chose qui est important pour sensibiliser justement la population justement à jouer de façon responsable, mais aussi pour continuer à jouer, mais de façon plus intelligente. Donc, avec ce qu'on propose, on peut justement venir au dicton, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Merci. Tu veux les Excusez-moi. Dans votre présentation, je voyais pour votre plan de communication, comment vous allez en tenir les gens informés face à l'implantation, l'impact, gérer les groupes de résistance, parce qu'il y a probablement des gens qui sont contre la fidélisation. J'ai pas rien vu qui m'indique votre plan de communication. C'est-tu à quelque part dans ça que... Évidemment, en fait, au niveau du plan de communication, c'est sûr qu'évidemment, comme vous dites, il pourrait avoir, puisque c'est une société d'État, évidemment, qui est principalement au niveau du jeu, il pourrait justement, si on veut fidéliser, avoir des personnes qui s'opposeraient justement à ce système de fidélisation-là. Par contre, pour ce qui est de la communication, c'est justement faire valoir votre point de vue. Votre point de vue, vous, c'est de promouvoir le jeu responsable. Si vous voulez promouvoir le jeu responsable, il faut adopter les stratégies de marketing, justement, qui vont faire en sorte que les gens vont percevoir ce message-là. Donc, il va falloir aller chercher, aller cibler les gens et peut-être augmenter même la segmentation. Hein. Si, par exemple, on introduit le système et que justement, on voit que la segmentation est diversifiée un petit peu, bien, on va voir peut-être ça puis cibler justement ceux-là. Puis pour gérer justement les gens qui vont peut-être être plus contre ce système de fidélisation-là. Peut-être engager également une équipe qui va s'occuper justement de répondre aux questions, ou bien non, des trucs comme ça en fait, puis qui va pouvoir justement faire changer la perception des gens. Là. Donc c'est vraiment, il faut jouer vraiment sur le mental, sur la perception des gens, puis c'est la solution principale en fait selon moi, selon nous pour une solution une société d'État. Deuxième question. Je suis intrigué par votre équipe de gestion de risque. Dans ce cas-là, identifier c'est les rôles que tu verrais d'adopter. C'est quoi leur rôle? Juste le plus dont on parlait. Les rôles en réalité de justement des personnes qui vont faire partie des équipes de gestion de risque. En fait, nous n'avons pas réellement quantifié cette équipe-là. Sauf que justement, par rapport à la grosseur du projet, on va mettre justement une équipe qui va être en mesure d'identifier les risques. Peut-être que tout le projet va se dérouler de façon autonome et puis qu'il n'y aura aucun problème. Mais de façon sûre, c'est qu'une équipe justement de gestion du risque va s'assurer que le processus va être mené en bonne et due forme. On sait que le principe de base de la gestion de projet, c'est juste de jamais faire justement de compromis sur l'envergure du projet. On sait que présentement, la valeur ajoutée puis l'engagement est un peu un enjeu pour la SLA. Donc, justement, avec une équipe de gestion du risque, ça va faire en sorte que les risques potentiels vont être ciblés et contrés avec cette équipe-là. Moi, j'ai bien aimé votre proposition plastique recyclé, mais est-ce qu'une carte est nécessaire dans ce genre de programme-ci? Ben, en fait, une carte n'est pas nécessairement nécessaire, mais c'est sûr que ça peut toujours être un atout. Par contre, advenant le cas où vous pourriez faire, par exemple, dans une application mobile ou quelque chose du genre, ben encore là, honnêtement, c'est la carte de plastique recyclé, par contre, justement, c'était vraiment pour le développement durable, principalement, en fait. Mais peut-être, William, tu pourrais peut-être renchérir ce que j'ai dit. En fait,
Oui, on pense que la carte est nécessaire. On aurait pu peut-être opter soit pour une puce, soit pour quelque chose d'autre. Mais la carte, ça va vraiment être le sentiment d'appartenance du consommateur. Le programme de fidélisation, justement, il peut y avoir des réfractaires, comme on le mentionnait dans notre présentation. Sauf que ces réfractaires-là, au changement, justement, ne peuvent ne pas s'abonner à la carte fidélité. Sauf que ceux qui vont le faire, ça va être la carte qui va leur permettre de comprendre qu'ils vont avoir le droit à des points. Sans carte, en réalité, on ne réveille pas un peu la perception dans le mental des utilisateurs qui vont avoir le droit à des points, justement, pour utiliser les machines à sous. Est-ce que le budget permet d'adapter les machines pour un lecteur de carte? C'est sûr qu'avec le budget qu'on avait, probablement qu'il va y avoir un dépassement des coûts, étant donné qu'on spécifiait qu'on allait fournir justement au détaillant le terminal, qui va faire en sorte que l'utilisateur, lorsqu'il va y avoir un gain, par exemple, va devoir fournir sa carte dans le terminal du détaillant. Sauf que ça, c'est vraiment plus une stratégie qui est apportée à long terme. Donc, dans un avenir un petit peu plus à long terme, c'est ce qui va faire en sorte que la SLA va prôner le développement durable. Et puis, ça va être intéressant justement de voir peut-être les autres organismes gouvernementaux, peut-être faire un changement de la sorte. Là.